Correction complète du brevet de mathématiques session 2023, Polynésie. Exercice numéro 1, QCM. Question numéro 1. Soit f la fonction définie par f de x égale à moins 2 fois x plus 3. Quelle est la représentation de la fonction f? F est une fonction affine. Ici, petit b l'ordonnée à l'origine vaut 3. L'ordonnée à l'origine correspond à 3 pour la réponse A et la réponse B. Et elle vaut moins 2 pour la réponse C. On élimine donc la réponse C. Le coefficient de la droite vaut moins 2. La pente de la droite est négative. La fonction f est décroissante. La représentation de la fonction f est donc la réponse B. De plus, on peut vérifier que pour x égale à 1, f de 1 est égal à moins 2 fois 1 plus 3, f de 1 égale à 1, ce qui est le cas. L'image de 1 correspond à 1 sur la réponse B. Question numéro 2. On considère la fonction dont la représentation graphique est donnée ci-contre. D'après le graphique, quelle est l'image de 1 par cette fonction? Alors, l'antécédent 1 se mesure sur l'axe des abscisses. Reportons le point d'abscisse 1 sur la courbe et lisons son image, c'est-à-dire l'ordonnée du point correspondant, l'ordonnée du point C. L'ordonnée du point C vaut 2, donc l'image de 1 par la fonction f est égale à 2. La réponse correcte est la réponse A. Question numéro 3. On donne à l'écran un tableau de valeurs de la fonction h définie par h de x égale à moins x plus 1, réalisé à l'aide d'un tableur. Quelle formule a-t-on saisie dans la case B2 avant de l'étirer vers la droite? La valeur de x, moins 3, est indiquée dans la case B1. Pour calculer la valeur de h, c'est-à-dire moins x plus 1, dans la cellule B2, il faut donc écrire égal moins B1 plus 1. Et ensuite, étirer la formule vers la droite. Question 4. Quelle est la forme développée de 3x moins 7, le tout au carré? Nous reconnaissons l'identité remarquable a moins b au carré qui se développe ainsi. A moins b le tout au carré est égal à a au carré moins 2 fois ab plus b au carré. Ici, petit a vaut 3x et b vaut 7. 3x plus 7 le tout au carré fait 9x au carré moins 42x plus 49. La réponse correcte est donc la réponse B. Exercice numéro 2. Installation de panneaux photovoltaïques. Olivia a décidé d'installer, sur le sol plat de son jardin, 4 panneaux photovoltaïques pour produire une partie de l'électricité qu'elle consomme. Un panneau photovoltaïque est un dispositif permettant de générer de l'électricité à partir de l'énergie lumineuse. La longueur d'un panneau est de 1700 mm, sa largeur de 1000 m, son épaisseur de 40 mm. Le fonctionnement est optimal lorsque l'inclinaison par rapport à l'horizontale est comprise entre 30 degrés et 35 degrés. Il faut l'orienter sud. Pour incliner ces panneaux et obtenir un fonctionnement optimal, Olivia choisit de fabriquer elle-même un support. Pour cela, elle réalise les schémas suivants du support qui sera constitué de 3 équerres identiques reliées entre elles par 3 barres latérales de 4 mètres de long. Chaque support est prévu pour accueillir 4 panneaux. Vérifiez que la distance HS arrondie au millimètre est égale à 166,4 cm. Dans le triangle HSP rectangle en P, nous allons appliquer le théorème de Pythagore qui nous dit que
le carré de l'hypoténuse HS au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, HP au carré plus PS au carré. HS est donc égal à racine carrée de HP au carré plus PS au carré. Passons à l'application numérique. La distance HS arrondie au millimètre près est bien égale à 166,4 cm. Pour que le panneau soit bien tenu, le fabricant conseille que la distance HS du support mesure au moins 95% de la longueur du panneau. On rappelle que cette longueur mesure 1700 mm. Ce support sera-t-il conforme au conseil du fabricant? La longueur du panneau est de 1700 mm. La distance HS du support mesure 166,4 cm, c'est-à-dire 1664 mm. Calculons le rapport HS sur la longueur du panneau. 1664 divisé par 1700, cela nous donne 0,98, c'est-à-dire 98%, ce qui est supérieur à 95%. Le support est donc bien conforme au conseil du fabricant. L'angle d'inclinaison HSP permettra-t-il un fonctionnement optimal des panneaux? Dans le triangle HSP rectangle en P, calculons la tangente de l'angle HSP. La tangente de l'angle HSP est égale au côté opposé HP sur le côté adjacent PS, c'est-à-dire 90 sur 140. Cela nous donne une tangente de HSP égale à 0,643. La mesure de l'angle HSP est égale à arc tangente de 0,643, c'est-à-dire 32,7 degrés. Pour un fonctionnement optimal, l'inclinaison par rapport à l'horizontale doit être comprise entre 30 et 35 degrés. L'angle HSP est bien compris entre 30 et 35 degrés. Cela permettra un fonctionnement optimal des panneaux. Pour consolider l'ensemble, Olivia fixe à l'intérieur de ses équerres une barre de renfort de 50 cm de longueur. Sur le plan détaillé d'une équerre, cette barre est représentée par le segment UT, perpendiculaire au segment PS. Calculez la longueur ST. On arrondira au millimètre. Comme la droite UT et la droite HP sont perpendiculaires à la droite PS, on en déduit que la droite UT est parallèle à la droite HP. Cela va donc nous permettre d'appliquer le théorème de Thalès dans les triangles semblables STU et SPH. Le théorème de Thalès nous dit que la longueur ST sur la longueur SP est égale à la longueur UT sur la longueur HP. Donc ST est égal à SP fois UT sur HP. Passons à l'application numérique. La longueur ST est égale à 77,8 cm, c'est-à-dire égale à 778 mm. Olivia achète des tubes en acier inoxydable de longueur 4,5 m à 37 € l'unité pour fabriquer le support composé des 3 équerres et des 3 barres latérales. Montrer qu'elle doit prévoir un budget minimum de 222 € pour l'achat des tubes en acier inoxydable. Nous allons tout d'abord calculer la longueur de tube nécessaire pour fabriquer le support. La longueur de tube nécessaire est égale à 3 fois la longueur des barres latérales, c'est-à-dire 3 fois 400 cm, plus 3 fois la longueur de tous les côtés constituant l'équerre, c'est-à-dire 3 fois 90 cm, plus 50 cm, plus 140 cm, plus 166,4 cm. La longueur de tube nécessaire est donc égale à 2539,2 cm. La longueur d'un tube étant de 450 cm, nous allons calculer le nombre de tubes nécessaires en divisant la longueur grand L par la longueur d'un tube, c'est-à-dire par 450 cm.
et nous allons arrondir le nombre de tubes par excès à l'unité près. Le nombre de tubes nécessaires est égal à 2539,2 divisé par 450. Cela nous donne 6 tubes. Le budget à prévoir se calcule en multipliant le nombre de tubes par le prix d'un tube, c'est-à-dire 37 €. 6 fois 37, cela nous donne 222 €. Exercice numéro 3. Probabilité de gain dans les jeux de hasard. Dans cet exercice, on étudie la probabilité de gain des deux jeux à l'écran. Partie A. Jeu numéro 1. Un sac contient 5 boules indiscernables au toucher, dont une portant la lettre N, 2 portant la lettre G et 2 portant la lettre P. Jeu numéro 2. Une roue à 6 secteurs angulaires identiques, numérotés de 1 à 6. On considère le jeu 1. On pioche une boule au hasard dans le sac et on note la lettre inscrite sur la boule choisie. On considère qu'on a gagné si on pioche la lettre G. Montrez que la probabilité de gagner avec ce jeu est de 2/5. Le nombre d'issues total ou nombre d'issues possible est le nombre de boules contenues dans le sac. Le nombre d'issues total est donc égal à 5. Le nombre d'issues favorables correspond au nombre de boules G dans le sac. Il y en a 2. La probabilité de piocher la lettre G est égale au nombre d'issues favorables sur le nombre d'issues totales, à savoir 2 sur 5. La probabilité de piocher une boule G est égale à 2/5. On considère le jeu numéro 2. On fait tourner la roue et on note le nombre inscrit sur le secteur pointé par la flèche. On considère qu'on a gagné si on s'arrête sur un nombre premier. Quelle est la probabilité de gagner à ce jeu? Le nombre d'issues totales possibles correspond au nombre de cadrans, c'est-à-dire 6. Le nombre d'issues favorables va correspondre au nombre de nombres premiers. 2, 3, 5 sont les nombres premiers. Il y a 3 nombres premiers. Le nombre d'issues favorables est égal à 3. La probabilité de gagner, c'est-à-dire la probabilité de s'arrêter sur un nombre premier, est égale au nombre d'issues favorables 3 sur le nombre d'issues totales 6. 3/6, cela nous fait une probabilité de s'arrêter sur un nombre premier de 1/2. Quel est le jeu qui présente la plus faible probabilité de gagner? La probabilité de piocher une boule G est de 2/5. Celle de s'arrêter sur un nombre premier est de 1/2. 2/5 étant inférieur à 1/2, la probabilité de piocher une boule G est inférieure à la probabilité de s'arrêter sur un nombre premier. Le jeu qui présente la plus faible probabilité de gagner est le jeu numéro 1. Proposez une liste de boules à rajouter pour que la probabilité de gagner avec le jeu 1 soit de 1/4. En rajoutant une boule P et 2 boules N, on a 8 boules totales dans le sac, c'est-à-dire 8 issues possibles. Le nombre d'issues favorables reste quant à lui égal à 2, puisqu'il y a 2 boules notées G. La probabilité de piocher une boule G est égale à 2/8, c'est-à-dire 1/4. Partie B. Dans cette partie, toute trace de recherche sera valorisée. On choisit finalement de combiner les deux jeux. Dans un premier temps, le joueur doit tirer une boule dans le sac du jeu numéro 1. On doit ensuite faire tourner la roue du jeu numéro 2. Le joueur gagne un lot s'il a tiré une boule portant la lettre G et si la roue s'arrête sur un secteur angulaire dont le numéro est un nombre premier.
Quelle est la probabilité de gagner à cette combinaison des deux jeux? Afin d'avoir toutes les combinaisons possibles, nous allons dresser un tableau à double entrée. Dans la première entrée, nous allons indiquer les issues possibles lorsqu'on pioche une boule dans le jeu 1. On peut piocher la première boule P, la deuxième boule P, la boule noire, la première boule G et la deuxième boule G. Dans la deuxième entrée, nous allons indiquer les issues possibles du deuxième jeu. Nous pouvons nous arrêter sur le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Le nombre d'issues total est égal à 5 fois 6, c'est-à-dire 30. Pour gagner à ce jeu, il faut piocher une boule G et tomber sur un nombre premier. Déterminons les issues favorables, c'est-à-dire lors du jeu numéro 1 de tirer une boule G et lors du jeu numéro 2 de tomber sur un nombre premier. Pour gagner, on peut tirer la boule G1 et tomber sur le nombre 2, tirer la boule G1 et tomber sur le nombre 3, tirer la boule G1 et tomber sur le nombre 5, ou encore tirer la boule G2 et tomber sur le nombre 2, tirer la boule G2 et tomber sur le nombre 3, tirer la boule G2 et tomber sur le nombre 5. Cela nous donne 6 issues favorables. Le nombre d'issues favorables est de 6, le nombre d'issues totales est de 30, la probabilité de gagner est donc de 6 trentièmes, c'est-à-dire de 1 cinquième. Exercice numéro 4. Programme de calcul et Scratch. On considère le programme de calcul à l'écran. Choisir un nombre, prendre le carré de ce nombre, multiplier le résultat par 2, ajouter le nombre de départ, soustraire 66. Montrer que si le nombre choisi au départ est 4, le résultat obtenu est moins 30. Alors prenons comme nombre 4. Le carré de ce nombre, c'est 4 fois 4, c'est-à-dire 16. On multiplie ce résultat par 2. 16 fois 2, cela fait 32. On ajoute au résultat le nombre de départ. 32 plus 4, cela fait 36. On soustrait au résultat 66. 36 moins 66, cela fait moins 30. Quel résultat obtient-on si le nombre choisi au départ est moins 3? On choisit moins 3, le carré de ce nombre c'est moins 3 fois moins 3, c'est-à-dire plus 9. On multiplie le résultat par 2, 9 fois 2 égale à 18. On ajoute à 18 le nombre de départ, 18 plus moins 3, cela fait 15. On soustrait à 15, 66. 15 moins 66, cela fait moins 51. On s'intéresse au bloc d'instruction intitulé Programme de calcul. On souhaite le compléter pour calculer le résultat obtenu avec le programme de calcul en fonction du nombre choisi au départ. On précise que deux variables ont été créées. Nombre choisi, qui correspond au nombre choisi au départ, et résultat. Quel est le contenu qui doit être inséré dans les emplacements A et B? On a choisi un nombre correspondant à la variable nombre choisi. On doit prendre le carré de ce nombre. Le carré du nombre choisi est nombre choisi fois nombre choisi. Donc on remplace grand A par nombre choisi. On multiplie le résultat par 2. Donc on remplace B par 2. Ensuite au résultat on ajoute le nombre choisi. Puis au résultat on soustrait 66. Lucie insère le bloc précédent dans le script à l'écran et observe la réponse donnée par le lutin. On peut choisir comme nombre de départ 5,5. À quoi correspond la valeur 5,5 donnée comme réponse par le lutin
avec le programme de Lucie. Le programme est le suivant. On initialise le nombre choisi à 0. On répète 20 fois ce qui suit. On applique le programme de calcul au nombre choisi. Si le résultat du programme nous donne 0, alors on affiche qu'on peut choisir comme nombre de départ le nombre choisi. Pour l'itération suivante, on incrémente le nombre choisi de 0,5. On applique le programme de calcul et on vérifie si le résultat du programme donne 0. Si oui, on affiche qu'on peut choisir comme nombre de départ le nombre choisi. Et on incrémente à nouveau le nombre choisi de 0,5 et on passe à l'itération suivante. En fait, 5,5 correspond à la valeur du nombre choisi tel que le résultat du programme de calcul donne 0. On nomme x le nombre choisi au départ. Déterminer l'expression obtenue par ce programme de calcul en fonction de x. Alors on choisit x, on prend le carré de ce nombre, cela nous donne x au carré. Puis on multiplie le résultat par 2, cela nous donne 2 fois x au carré. On ajoute le nombre de départ, cela nous donne 2 fois x au carré plus x. Et on soustrait 66, cela nous donne 2 fois x au carré plus x moins 66. On admet que 2x moins 11 facteur de x plus 6 est la fonction factorisée de l'expression trouvée à la question précédente. Pour quelle valeur de x le résultat du programme est-il égal à 0? Nous allons devoir résoudre l'équation 2x moins 11 multiplié par x plus 6 égale à 0. Or, un produit de facteurs est nul si un des facteurs est nul. Donc 2x moins 11 est égal à 0 ou x plus 6 égale à 0. C'est-à-dire 2x égale à 11 ou x égale à moins 6. C'est-à-dire que x est égal à 11 sur 2 ou x égale à moins 6. Ou encore x égale à 5,5 ou x égale à moins 6. Les valeurs de x à choisir pour que le résultat du programme soit égal à 0 sont moins 6 et 5,5. Exercice numéro 5. Course de karting. Un professionnel et un amateur vont faire une séance de karting sur la piste à l'écran. Cette piste est constituée de segments, de demi-cercles et de quarts de cercle. Le professionnel fait un tour de piste en 60 secondes. L'amateur fait un tour de piste en 72 secondes. Montrez que la longueur de la piste est de 1045 mètres, arrondi à l'unité près. La piste est constituée de segments de droite. Calculons la longueur de la piste en segments de droite. Il s'agit des segments DE, GF, HI, KJ, LA, BC. DE fait 90 mètres, GF 60 mètres, HI 90 mètres, KJ 60 mètres, LA 60 mètres et BC 120 mètres. Cela correspond à 480 mètres. La longueur des segments de droite vaut L égale à 480 mètres. Intéressons-nous aux parties de la piste en arcs de cercle. Les arcs de cercle DC et IJ ont un rayon de 60 mètres. Leur longueur correspond au périmètre d'un cercle de rayon 60 mètres. Leur longueur est donc égale à 2π fois 60. De même, la piste est constituée d'arcs de cercle GH, KL, AB et FE de rayon 30 mètres. Les 4 quarts de cercle correspondent à un cercle complet dont le périmètre vaut 2π fois 30. La longueur de la piste est donc égale à grand L plus 2π fois 60 plus 2π fois 30, ce qui nous donne 480 plus 2π fois 60 plus 2π fois 30, ce qui correspond
à une longueur de piste à peu près de 1045 mètres. Calculez la vitesse moyenne du professionnel en mètres par seconde. On arrondira au centième près. La vitesse du professionnel se calcule en divisant la distance correspondant à la longueur de la piste par la durée que met le professionnel pour effectuer un tour de piste. 1045 divisé par 60, cela nous donne une vitesse de 17,42 mètres par seconde. Pour des raisons de sécurité sur ce circuit, les amateurs ne doivent pas dépasser les 60 km/h de moyenne. Cet amateur respecte-t-il les règles de sécurité? Nous allons, comme précédemment, calculer la vitesse de l'amateur en mètres par seconde. Elle se calcule en divisant la distance correspondant à la longueur de la piste par la durée que met l'amateur pour effectuer un tour de piste, c'est-à-dire 72 secondes. La vitesse de l'amateur est de 14,52 mètres par seconde. Nous allons multiplier ce résultat par 3,6 pour convertir la vitesse en km par heure. La vitesse de l'amateur est de 52,25 km par heure. Elle est inférieure aux 60 km par heure préconisés, donc l'amateur respecte les règles de sécurité. Le professionnel et l'amateur partent en même temps de la ligne de départ et font plusieurs tours de circuit. On rappelle que le professionnel effectue un tour en 60 secondes et l'amateur en 72 secondes. Décomposez 60 et 72 en produits de facteurs premiers. Les premiers facteurs premiers sont 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Voyons si 60 est divisible par 2. 60 se finit par un chiffre pair, donc il est divisible par 2. 60 divisé par 2, cela nous donne 30. De même, 30 se finit par un chiffre pair, il est divisible par 2. 30 divisé par 2, cela donne 15. 15 ne se finit pas par un chiffre pair, il n'est donc pas divisible par 2. Voyons s'il est divisible par 3. La somme des chiffres qui composent 15 est 1 plus 5, c'est-à-dire 6. 6 est un multiple de 3, donc 15 est divisible par 3. 15 divisé par 3, cela nous donne 5. 5 n'est pas divisible par 3, c'est un nombre premier, il n'est divisible que par 1 ou par 5. 5 divisé par 5, cela nous donne 1. La décomposition de 60 en facteurs premiers est 2 fois 2 fois 3 fois 5 ou encore 2 puissance 2 fois 3 fois 5. Faisons de même pour 72. 72 se finit par un chiffre pair, il est donc divisible par 2. 72 divisé par 2, cela nous donne 36. 36 se finit par un chiffre pair, il est également divisible par 2. 36 divisé par 2, cela nous donne 18. 18 se finit par un chiffre pair, donc il est divisible par 2. 18 divisé par 2, cela nous donne 9. 9 n'est pas divisible par 2. C'est un multiple de 3. 9 est divisible par 3. 9 divisé par 3, cela nous donne 3. 3 est un chiffre premier, il est divisible par lui-même. 3 divisé par 3, cela nous donne 1. La décomposition de 72 en facteurs premiers s'écrit 2 multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 3, que l'on peut réécrire 2 puissance 3 multiplié par 3 puissance 2. Au bout de combien de temps se retrouveront-ils pour la première fois sur la ligne de départ ensemble? L'amateur fait un tour de piste en 72 secondes. Le professionnel en 60 secondes. Pour trouver le temps au bout duquel ils se retrouveront pour la première fois sur la ligne de départ ensemble, il nous faut trouver le plus petit multiple commun de 60 et de 72. Le plus petit multiple commun de 60 et 72 est 2 puissance 3 fois 3 puissance 2 fois 5, c'est-à-dire 360.
L'amateur et le professionnel se retrouveront sur la ligne de départ ensemble pour la première fois au bout de 360 secondes. Combien auront-ils alors effectué de tours chacun? Le professionnel aura effectué 360 divisé par 60, c'est-à-dire 6 tours. Et l'amateur, 360 divisé par 72, c'est-à-dire 5 tours.